Hey, salut à tous. Moi je m'appelle Marianne, je suis gynécologue et dans cette vidéo je vais vous parler de la mort fœtale in utero. Alors c'est un sujet qui me concerne personnellement puisque j'ai une petite fille de 5 ans et demi. J'ai eu l'année dernière une mort fœtale in utero à 18 semaines d'aménorrhée, donc au cours du quatrième mois de grossesse. Et là actuellement je suis de nouveau enceinte. Donc je voulais tout particulièrement parler de la grossesse après une mort fœtale in utero, comment ça se passe, et puis vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc déjà, c'est quoi une mort fœtale in utero? Alors, on considère que tout ce qui se passe avant 14 semaines d'aménorrhée, si une grossesse s'arrête, on va être dans le contexte d'une fausse couche spontanée précoce du premier trimestre. Donc c'est toutes les pathologies en lien avec les fausses couches du premier trimestre. Et au-delà de 14 semaines d'aménorrhée, les choses vont être un petit peu différentes. Pourquoi 22 semaines d'aménorrhée? Parce que c'est le terme de viabilité au niveau civil du fœtus, c'est-à-dire qu'à partir de 22 semaines d'aménorrhée, le fœtus a une identité civile, on peut le déclarer à l'état civil. Alors maintenant ça a changé, on peut même le déclarer plus tôt, mais c'est resté comme ça dans la classification. 22 semaines d'aménorrhée, c'est le moment où le fœtus obtient une place au niveau de de l'identité de la loi française, et pour autant il n'est viable vraiment au niveau pédiatrique qu'à partir de, en général, 24 semaines d'aménorrhée pour la plupart des équipes de réanimateurs pédiatriques en France. Avant 24 semaines d'aménorrhée, un fœtus qui naît en général n'est pas pris en charge médicalement et accompagné avec des soins palliatifs. Et au-delà de 24 semaines d'aménorrhée, on peut instaurer des soins réanimatoires, intubation, etc. pour les bébés qui naissent à ce terme-là. Donc ce qui va se passer dans cette zone un peu grise du deuxième trimestre entre 14 et 22 semaines d'aménorrhée, c'est le fourre-tout de la fausse couche tardive. Et parmi toutes ces fausses couches tardives, il y a beaucoup de causes différentes. Alors des fausses couches qui sont plutôt avec des causes maternelles, d'incompétence du col par exemple, et des grossesses qui s'arrêtent pour des raisons fœtales. Et donc, on peut avoir une mort fœtale avant 22 semaines d'aménorrhée, qui en fait est juste cette situation clinique où un bébé décède in utero alors qu'il n'est pas encore viable. Donc moi, c'est précisément ce qui m'est arrivé. Il y avait une pathologie fœtale pour la grossesse que je menais, et à 18 semaines d'aménorrhée, on a constaté la mort fœtale in utero, sans qu'il y ait pour autant de mise en travail ou de saignement ou de manifestation de fausse couche. Et donc j'ai eu un déclenchement du travail, et donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, comment ça se passe un déclenchement dans le cas d'une mort fœtale in utero? Donc, passé 14 semaines d'aménorrhée, on ne peut plus faire la chirurgie par aspiration sous anesthésie générale. Il va falloir déclencher l'accouchement. Le principe est le même que pour un déclenchement en fin de grossesse avec un fœtus vivant. On ne va pas utiliser exactement les mêmes techniques. Les protocoles peuvent différer d'une maternité à l'autre, mais ça va être toujours globalement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une première étape de préparation du col, où on va donner des comprimés. Souvent c'est la mifégine, c'est aussi les mêmes comprimés qu'on donne dans les IVG médicamenteuses, les tout premiers comprimés, qui en général n'ont pas beaucoup d'effet, en tout cas rien de très ressenti par la patiente. Ça va être un effet, ça va être plutôt un effet à type de préparation pour le reste de la procédure. Donc on donne ces comprimés, puis on rentre en hospitalisation. Souvent, la plupart des équipes utilisent des dilatateurs du col. C'est pas systématique, mais c'est assez utilisé. Donc c'est des petits bâtonnets qu'on va insérer sous spéculum à l'intérieur du col de l'utérus. Donc au moment de les positionner, c'est pas très agréable. C'est pas extrêmement douloureux non plus, mais bon, ça peut faire la même douleur que quand on pose un stérilet, ou dès qu'on met quelque chose dans l'utérus, ça donne des contractions, des crampes.
dans le bas du ventre. Donc on insère les dilatateurs, les petits bâtonnets. On peut en mettre plusieurs dans le col, autant que la patiente le supporte. Et ces dilatateurs vont agir pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'on puisse commencer à proprement parler le déclenchement en salle de naissance. Le déclenchement, il commence toujours par une première étape qui est celle de la pose de l'analgésie péridurale. On met la péridurale dès le début avant de commencer quoi que ce soit. D'ailleurs, beaucoup d'équipes posent les dilapants sous péridurale. Ça dépend un peu des pratiques dans les maternités. Mais voilà, il y a vraiment à cœur de soulager la douleur, qu'il n'y ait pas de douleur. L'objectif, c'est zéro douleur pendant les accouchements dans ces contextes-là, pour mort fœtale in utero. C'est un peu le même principe dans les interruptions médicales de grossesse. Et donc, la péridurale est installée et après, on commence à proprement parler le déclenchement. Et donc là, c'est un déclenchement qu'on fait avec des comprimés qui vont entraîner des contractions de l'utérus. On donne les comprimés toutes les 3 heures jusqu'à ce que le col se dilate et que la grossesse soit expulsée. Il y a plusieurs étapes dans ce déclenchement. L'étape un peu clé pour accélérer les choses, c'est de percer la poche des os. Donc la sage-femme, comme au cours d'un déclenchement en fin de grossesse, va de temps en temps examiner le col, voir un peu où on en est et essayer dès que possible, dès qu'on peut mettre un doigt à l'intérieur du col, aller percer la poche des os, parce que dès lors que la poche des os est percée, ça va en général très très vite. Plus tôt on est au niveau du terme de la grossesse, plus l'accouchement est rapide, puisque plus le fœtus est petit, et donc il n'y a pas besoin que le col soit complètement ouvert pour permettre l'accouchement. Un col ouvert déjà à 3 cm peut suffire avant 22 semaines pour accoucher. Il n'y a pas besoin qu'il soit complètement dilaté ou complètement raccourci pour l'accouchement. Donc en général, ça va relativement vite. En quelques heures, on accouche. Comme au cours d'un accouchement normal, il faut que la délivrance du placenta se fasse. Donc elle peut se faire naturellement et venir en même temps que le fœtus, comme des fois c'est pas le cas, et souvent, très très souvent dans les accouchements pour mort fœtale in utero, on va faire une aspiration complémentaire, soit au bloc opératoire, soit directement dans la salle de naissance, pour s'assurer qu'on ne laisse pas du tout de membrane ou de bout de placenta qui pourrait secondairement saigner ou s'infecter. Donc c'est assez systématique d'avoir en plus une aspiration qui est un geste qui est relativement bien vécu, parce que il s'enchaîne à l'accouchement, qu'on est sous péridurale, donc il n'y a pas de douleur, c'est pas un geste qui est plus douloureux que tout le reste. Par rapport à l'accouchement en lui-même, le moment où le fœtus va sortir de l'utérus, alors ça dépend du terme auquel on est. Pour les morts fœtales in utero au 2e trimestre, en général, il y a très peu d'efforts expulsifs à faire. La grossesse s'expulse toute seule. Plus on avance dans la grossesse, plus le fœtus est gros, plus forcément il va falloir, comme pour un accouchement classique, que la patiente fasse des efforts expulsifs pour aider à la descente du fœtus. Donc ça dépend du terme, et plus on se rapproche du terme, plus ça ressemble à un accouchement classique, et à terme, il y a un risque de déchirure du périnée, etc., comme pour un accouchement d'un fœtus vivant en fait. Et ce qu'il faut savoir sur ce moment où le fœtus va sortir, c'est que la sage-femme, la gynécologue, ou le gynécologue ou le sage-femme qui sont là, ils font en sorte que les parents ne voient rien. En général, on tend bien le drap entre les jambes, et le fœtus va être enveloppé dans un petit linge. Il va être tout de suite sorti de la salle, et donc on laisse un peu le temps au couple de se remettre de leurs émotions. Puis de leur côté, les auxiliaires de puériculture, elles vont préparer le corps du fœtus pour qu'il soit le plus présentable possible. En général,
les parents ils sont pas du tout choqués quand ils voient le corps du fœtus, il y a beaucoup d'appréhension autour de ça. Et même lorsque ça fait déjà un petit moment qu'il est mort et qu'il est déjà un peu macéré, alors le mot est vraiment horrible, mais c'est celui qu'on emploie, il n'y a rien de choquant et souvent les gens sont soulagés en fait de voir que c'est déjà un petit bébé, un petit être humain et qui ressent, enfin voilà, qui a les doigts, les orteils, des traits identifiables, etc. Et en général, ça apaise cette idée qu'on peut avoir qui est un peu, quand ça reste dans l'imaginaire, qui est un peu horrifique, de quelque chose d'assez monstrueux. Non, c'est pas monstrueux et c'est, y a pas, ça ne choque pas. Il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir vis-à-vis de ça. Donc finalement, entre l'annonce de la mort fœtale in utero, qui est en général vue à l'échographie, et l'accouchement en lui-même, il y a quelques jours qui se passent, le temps de tous ces traitements, que ce soit les comprimés pour préparer, les dilatateurs, puis après le déclenchement en salle de naissance. En 2-3 jours, euh, tout est réglé et c'est terminé. Alors, évidemment, ça ne se termine pas là pour les couples, hein, dans la tête. Le travail, il commence seulement. C'est la fin de la grossesse, mais il y a tout un cheminement ensuite qui s'opère. Et c'était surtout de ça dont j'avais envie de parler aujourd'hui et d'expliquer comment on en arrive à mener une nouvelle grossesse et comment va se passer cette nouvelle grossesse avec déjà ce vécu qui n'est pas anodin du tout. Donc évidemment, tout ce que je vais raconter ou dire, bien c'est uniquement mon expérience. C'est la façon dont moi je l'ai vécu. Je pourrais même pas dire comment mon compagnon lui l'a vécu. C'est propre à chacun et moi je ne pourrais que témoigner sur mon propre vécu de tout ça. C'est différent évidemment pour toutes les patientes, suivant la situation, suivant si c'est une première grossesse ou non, suivant le terme auquel on est, suivant comment la grossesse s'est déroulée jusqu'au moment du diagnostic, suivant l'histoire familiale. Il y a énormément de choses qui rentrent en jeu dans le vécu de cet accouchement qui fait qu'on va s'en remettre plus ou moins vite, qu'on va le digérer plus ou moins, etc. etc. Alors pour ma part, l'annonce de la mort fœtale in utero, elle est survenue après plusieurs semaines d'inquiétude, d'alitement, où il y avait une pathologie au niveau de la grossesse, donc on savait que ça pouvait arriver et ça menaçait toute la grossesse. Le fait d'être du métier en plus faisait que j'étais très lucide sur ce qui pouvait se passer, mais après le moment lui-même de l'annonce à l'échographie, c'est en fait, je l'ai vécu de manière très classique comme n'importe quel choc, c'est-à-dire avec une première étape de sidération et de déni, et puis rapidement les choses se mettent en place dans la tête, on comprend ce qui se passe et puis on se laisse complètement guider par les professionnels de santé qui sont autour de nous, qui commencent déjà eux à organiser la suite alors que nous on est encore un petit peu sidérés de ce qui vient de se passer. Donc c'est un vécu, je crois, qui est assez universel. Et puis de ce que moi j'ai observé des patientes à qui je pouvais annoncer ce genre de choses, j'ai toujours observé ce genre de réaction en fait, de sidération et de déni, qui est vraiment le choc initial de l'annonce, quel que soit finalement le contexte. Après, toutes les étapes du déclenchement jusqu'à l'accouchement, finalement, c'est pas ce que j'ai trouvé personnellement le plus difficile. euh, Parce que déjà, alors quand on a la chance d'être en couple et de pouvoir être accompagné par son conjoint, bah, déjà, on est à deux, c'est plus facile. Un vécu comme n'importe quelle expérience. Il y a le côté nouveauté qui est presque un peu excitant, où on ne sait pas trop ce qui va se passer, qui fait qu'on est en fait dans l'action et puis on se laisse guider par toutes ces étapes qui s'enchaînent. Et donc on n'a pas trop le temps finalement de réfléchir, on se laisse un peu porter et finalement c'est pas du tout quelque chose que j'ai personnellement mal vécu. Alors
Après, j'avais déjà eu un accouchement et puis voilà, je suis familière forcément de l'environnement de la salle de naissance, donc pour moi il n'y avait rien de déroutant, c'était au contraire plutôt un endroit rassurant pour moi parce que bien maîtrisé et bien connu. Mais j'imagine que ça peut être assez stressant de se retrouver perfusé dans un lit d'hôpital, en blouse. Voilà, il y a tout ce contexte d'hospitalisation qui peut, j'imagine, générer du stress, ce qui n'était pas spécialement mon cas. Euh, à noter quand même que j'ai trouvé un peu difficile, un peu ironique le fait de me retrouver en salle de naissance avec des parturientes qui accouchaient normalement, d'entendre des pleurs de bébé dans la nuit, à la maternité, pareil. Bon, ça c'est forcément, ça rend un peu cynique sur le coup. Moi, ça s'est manifesté par des douleurs. J'étais assez douloureuse toute l'étape avec les dilatateurs cervicaux. Et je pense que c'était plutôt une douleur qui était psychologique que physique véritablement. Mais il y avait voilà, tous ces pleurs de bébé qui me perturbaient, qui m'empêchaient de dormir. Et, euh, et voilà, c'est la seule chose qui m'a un peu chagrinée sur cette étape-là de l'accouchement. Après l'accouchement, j'ai eu dès lors qu'il y a eu la péridurale, en fait, je n'ai eu aucune douleur, je n'ai rien senti, j'ai eu une aspiration en salle de naissance que je n'ai absolument pas sentie. Voilà, ça s'est très très bien passé. Après, je me sentais aussi très en confiance dans l'équipe avec laquelle j'ai accouché, donc il n'y avait pas de choses particulières. Ensuite, dans les suites immédiates, alors il y a le retour dans la chambre à la maternité. Alors moi, il y a eu pas mal de petits rappels comme ça qui faisaient écho à la naissance de ma fille, parce qu'en plus c'était dans la même maternité que là où j'avais eu ma fille quelques années plus tôt. Et ça, ça a commencé à être un peu difficile. C'est le moment que j'ai trouvé un peu difficile parce que ça rappelle des souvenirs qui sont des souvenirs heureux de l'époque où on a eu un bébé qui allait bien et où on était de jeunes parents super comblés. Et donc là, de remonter à la maternité dans sa chambre sans bébé, d'avoir les regards des gens dans les couloirs qui scrutent, qui cherchent le bébé dans le lit, qui ne le voient pas, qui sont un peu interrogateurs, ça c'est très désagréable. Et, euh, et le départ de la maternité sans couffin, sans bébé, sans cosy, ça fait un drôle d'effet, même si nous on était quand même vraiment tôt dans la grossesse. J'imagine que ça doit être bien bien pire plus tard dans la grossesse, mais même à 18 semaines d'aménorrhée, ça m'a pincé un peu le cœur de partir de la maternité un peu comme une voleuse sans bébé avec nous, quoi. Donc là, il y a un moment là qui est un peu plus difficile. Et, euh, et puis après, le quotidien reprend et là, on rentre dans une nouvelle phase au niveau psychologique qui est encore autre chose. C'est assez stupéfiant de voir la vitesse à laquelle la vie reprend son cours. Et que comme ça, on efface en quelques jours, 3, 4 mois ou plus de grossesse, tout ce qu'on avait projeté, imaginé, espéré. Et en quelques jours, on revient à une vie d'avant, comme si de rien n'était. Et ce comme si de rien n'était, il est un peu particulier parce que tout l'entourage forcément s'habitue très très vite au fait que ce soit fini. Moi, j'avais très envie d'en parler autour de moi, forcément. Voilà, dans les semaines qui suivent, on y pense en permanence en fait, mais les gens autour de soi, ils s'habituent très vite à ce nouvel état de fait, comme quoi il n'y a plus il y a plus de grossesse, il n'y a plus de projet de bébé, et rapidement ça tombe aux oubliettes. Et, ça crée ce sentiment un peu de solitude et puis finalement de silence qui finit par s'imposer
parce que au bout d'un moment on a tout dit et plus personne n'en parle, et donc c'est pas tant qu'il y a un tabou qui s'installe que il y a plus grand chose à en dire, et ça rend un peu triste. Euh, et il y a ce côté un peu ironique du fait que on se sent pas forcément très entouré dans ces moments-là. Je pense que pour l'entourage, les amis, la famille, c'est compliqué d'entourer un couple qui vient de perdre une grossesse. On ne sait pas trop bien à quel endroit il faut être. Et c'est vrai que là où un couple qui a accouché d'un enfant vivant va avoir beaucoup d'attention, beaucoup de soutien, de félicitations, etc. Quand on accouche d'un bébé mort, on se sent très très seul. Et, et c'est très vite oublié, et très rapidement, soi-même, on se demande si c'est vraiment arrivé, si c'était, qu'est-ce que c'était tout ça, est-ce que cette grossesse elle a vraiment existé, quelle place donner à ce fœtus, ce bébé, on ne sait pas trop. Et donc il y a tous ces questionnements qui viennent un petit peu pointer le bout de leur nez dans les semaines qui suivent l'accouchement. Alors moi, ce que j'ai trouvé le plus dur en fait dans toute cette histoire, ça a été de l'annoncer à notre fille qui avait donc 5 ans à ce moment-là. Non, elle n'avait pas 5 ans, elle avait 4 ans et demi. Et, donc elle savait que j'étais enceinte. Après, elle a vu la période où ça se passait pas très bien, où j'étais alitée, où elle était assez inquiète. Et ensuite, il a fallu lui annoncer que le bébé était mort, que j'allais accoucher. Enfin, elle a posé énormément de questions qui a fait qu'on a pu laisser en fait aucune zone d'ombre sur tout ce qui s'était passé, parce que elle demandait déjà à 4 ans et demi comment le bébé allait sortir du ventre, etc., etc. Donc, il a fallu vraiment tout lui expliquer. Ça, j'ai trouvé ça très, très, très difficile. J'aurais aimé ne pas avoir besoin de le faire, qu'elle soit même peut-être pas du tout au courant de la grossesse. C'est la seule chose qui m'a vraiment coûté. C'est ce qui m'a le plus coûté en tout cas pendant toute cette étape. Et puis après, de faire bonne figure quoi, pour qu'elle passe à autre chose. Puis pour elle, ça a été difficile. Donc gérer ça aussi, sa déception, etc. Ça, c'était pas marrant. Après, moi, j'ai pas de conseils à donner, mais je pense que le mieux, c'est de faire au plus sincère et au plus vrai. Étonnamment, les enfants, ils se projettent presque plus que nous. C'est-à-dire que nous, on était encore très prudents dans cette grossesse. On n'avait pas encore vraiment imaginé le bébé. On s'était pas encore trop investi émotionnellement aussi, parce que assez tôt, on avait su que ça se passait pas très bien. Là où en fait, notre fille de 4 ans, elle était à fond. Elle avait déjà imaginé qu'elle allait avoir une petite sœur. Elle avait déjà, je pense, beaucoup, beaucoup projeté de choses. Donc pour elle, ça a été une déception immense. Et il a fallu vraiment respecter ça, hein, respecter le fait qu'elle vive un deuil, un deuil plus intense que le nôtre finalement. Parce que nous, on a fait le deuil d'un projet, etc. Mais elle a vraiment eu le sentiment de perdre une petite sœur. Voilà, on n'a pas vécu la même chose, et donc il a fallu l'accompagner aussi là-dessus, sur son ressenti à elle, en acceptant que c'était pas forcément le même que le nôtre. Et puis dans les mois qui suivent, moi ce qui m'a le plus marqué, c'est à quel point ça peut déstabiliser en fait l'image qu'on a de soi, et notamment la confiance qu'on porte en son corps. Moi, c'est vraiment ce qui a été au premier plan pendant plusieurs mois. C'est que je me suis sentie trahie par mon corps. Alors même si on raisonne, on se dit non, c'était le coup de pas de chance, c'était le hasard, c'est comme ça peut arriver à n'importe qui.
on a un peu l'impression qu'une espèce de fatalité nous est tombée dessus, qu'on a une malédiction et on se demande pourquoi ça tombe sur moi, qu'est-ce qui fait que... et il a fallu du temps pour reprendre confiance en mon corps, en ce qu'il était capable de faire, de produire. Voilà, donc il y a eu tout ce cheminement-là à faire avant d'envisager de retomber enceinte. Hein. Ça n'aurait pas été possible avant de vraiment refaire confiance à tout tout le processus naturel et physiologique. Après, j'ai fait beaucoup de yoga dans la suite. J'en faisais pas du tout avant et je me suis mis à en faire dès le lendemain de mon accouchement. Alors, ce que je recommande pas forcément, hein, c'était un peu tôt, mais c'est vraiment par là que je suis passée pour reprendre un peu confiance dans mon corps. Mais ça a été un processus assez long en fait. Parce que moi j'ai beaucoup ressenti dans tout ça, c'était vraiment de l'absurdité, le fait que ça n'avait aucun sens et que c'était très difficile en tout cas d'y trouver un sens, de comprendre pourquoi c'était arrivé. Il n'y avait pas d'explication, il n'y avait pas de pourquoi et d'accepter qu'il pouvait y avoir des choses dans la vie qui survenaient qui n'avaient aucun sens et dont on ne pouvait rien tirer de positif, c'est un peu déroutant. Et voilà, moi j'ai trouvé que c'était très absurde en fait comme expérience. Que c'était une expérience qui personnellement ne m'avait rien apporté. J'arrivais rien à en faire, j'arrivais pas à la sublimer, à essayer j'imagine que ça c'est tout le processus de résilience, d'essayer d'en trouver, de puiser là-dedans une force ou quelque chose à produire. Là vraiment, ça m'a laissé juste un goût d'absurde et de quelque chose qui ne sert à rien. Donc ça c'est le seul en fait événement de toute ma vie que j'ai trouvé à ce point sans signification. Et puis un jour, on se sent prêt à retomber enceinte. Alors c'est pas obligatoire, hein. Il y a des couples qui jamais n'auront envie de retenter l'expérience, mais de ma petite expérience clinique en général, les couples relancent une grossesse souvent plusieurs mois après l'événement, souvent dans l'année qui suit. C'est assez rare finalement qu'il n'y ait pas de grossesse après une mort fœtale in utero, mais voilà, ça peut arriver que le traumatisme soit tel qu'on n'ait plus jamais envie d'avoir d'enfants. Donc nous, c'était pas le cas, on avait vraiment envie de mener ce projet à bien. Et cette grossesse, elle a ceci de particulier qu'elle est teintée de beaucoup plus d'inquiétude. Alors déjà, il y a les angoisses en lien avec l'histoire de la grossesse antérieure, donc la peur qu'il y ait le même problème qui revienne, donc suivant en plus le souci qu'il y a eu. Alors si c'était un souci génétique avec un risque de récurrence, forcément il y a beaucoup d'inquiétudes autour de ça. Et nous, c'était un problème lié purement au hasard, mais forcément, jusqu'à ce qu'on ait les échographies qui montrent que tout va bien, qu'il n'y a pas de malformation, etc., on se fait beaucoup de soucis. Et en fait, je crois que là, je suis dans le 6e mois de ma grossesse, et je crois que l'inquiétude, elle va rester jusqu'à l'accouchement. Et en fait, ça m'a pas mal surprise parce que, en tant que gynécologue, j'avais vraiment bien observé que les femmes qui menaient une grossesse après une mort fœtale in utero, voilà, c'était des grossesses qui n'étaient pas très sereines. Et je pense que c'est ce que beaucoup d'entre nous se disent, que c'était parce que d'avoir vécu un tel événement avait un petit peu levé le voile sur tous les dangers qui menaçaient une grossesse et qu'elles avaient perdu en quelque sorte l'insouciance, le plaisir qu'on peut avoir un peu insouciant au cours d'une grossesse, parce qu'elles savaient maintenant qu'il pouvait se passer tout un tas de choses qu'elles n'avaient absolument pas imaginées au départ
Et du coup, ça a apporté des angoisses sur cette grossesse en particulier. Alors, je pense qu'il y a un petit peu de ça, mais en l'occurrence, moi, c'est pas vraiment mon cas parce que tous les dangers qui menacent une grossesse, je les connais suffisamment bien puisque c'est mon métier. C'est vraiment, au-delà de ça, je dirais que c'est une inquiétude qu'on a pour soi-même avant même que ce soit pour cette grossesse ou pour le bébé, parce que il y a cette peur un peu au fond de nous que s'il se passait quoi que ce soit, on n'est pas certaine qu'on serait capable de le supporter. Il y a un petit peu ce truc-là de se dire comment, si là je perds encore une grossesse, là comment je me remettrai? Je me remettrai jamais, c'est sûr. La fois précédente, voilà, c'était tellement exceptionnel que j'ai rebondi, je suis à autre chose. Là, si ça m'arrive à nouveau, je m'écroule, quoi. Ce sera pas possible. Donc, il y a en fait cette inquiétude qu'on a pour soi, pour sa propre santé mentale, en fait, et l'impression que il n'y a pas le choix, il faut vraiment que ça se passe bien, et comme on sait que ça peut ne pas bien se passer, il y a des angoisses de ce fait-là. Et donc, je pense que ces angoisses, elles me poursuivront jusqu'à la fin de la grossesse. Alors, si vous regardez cette vidéo parce que quelqu'un dans votre entourage proche est en train de vivre ce genre d'événement, vraiment, moi, ce que je vous conseille, c'est voilà, de ne pas faire comme si ça n'existait pas, de ne pas éviter d'en parler, même longtemps après, par peur que ça remémore des choses, que ça évoque des mauvais souvenirs pour la personne concernée, puisque de toute façon, en fait, si vous y pensez, c'est certain qu'il ou elle y pense aussi au même moment. Donc faire comme si ça n'existait pas, c'est juste la pire chose à faire, parce que ça a l'air de dire que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment d'importance, alors qu'il n'y a aucun cas où c'est vrai, je pense. Ça s'inscrit vraiment dans une histoire et ça n'a jamais pas d'importance. Donc, à mon sens, quand on fait partie de l'entourage proche, la pire chose à faire, c'est de faire comme si de rien n'était et de juste zapper cette grossesse comme si elle n'avait pas existé. Ça, je crois que c'est un peu à proscrire. Et je pense que les gens qui font ça ne le font pas du tout avec malveillance, au contraire. Hein. C'est fait parce que par la peur aussi d'être maladroit. Et moi, personnellement, je préférais largement quelqu'un qui faisait une maladresse ou disait quelque chose d'un petit peu à côté de la plaque, plutôt que quelqu'un qui faisait comme si il voyait pas l'énorme éléphant rose dans le salon, quoi. Donc n'ayez pas peur d'être maladroit. En face de vous, la personne, elle sait très bien que vous n'avez pas vécu ça et que vous ne pouvez pas vraiment comprendre exactement ce qu'elle ressent, et elle vous en voudra pas du tout. Par contre, ça fait un peu mal au cœur quand on fait comme s'il ne s'était rien passé, parce que on a besoin voilà, que aussi cet événement soit reconnu. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura éventuellement été utile. Ça a été peut-être un petit peu vite sur toutes les explications de comment ça se passe, le déclenchement, etc. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à bientôt.